Bon, alors on aborde cette quatrième table ronde, la protection des biens de la personne protégée. Quel accompagnement? Alors on vous propose de commencer par une incarnation, un petit cas pratique du vécu, Oui. avec Marlène Campa et puis un juriste de l'UDAF 61, Madame Sophie Roy. Mesdames, vous avez la parole. Oui. Donc, je suis au service juridique de l'UDAF. J'accompagne les personnes que nous suivons dans le cadre des successions, dans le cadre des ventes immobilières. Et puis, j'ai eu l'occasion d'accompagner Madame Campa dans le cadre d'un achat immobilier. Et donc, je viens l'accompagner là pour qu'elle puisse vous partager son expérience. Est-ce que vous pouvez nous indiquer comment ça s'est passé, cet achat? Oui, alors ça a été très compliqué parce que on a été voir un premier prestataire qui nous a refusé. Après, on a été voir un autre prestataire qui nous a dit oui pour le prêt de la maison. Donc après, on a été visiter 10 maisons. Et puis, ça a été difficile de trouver parce qu'il y avait beaucoup de choses à voir, parce qu'il y avait beaucoup de travaux à faire, sinon c'était trop cher, tout ça. Donc après, j'ai été accompagnée par Sophie Roy, qui m'a aidée à m'accompagner pour acheter une maison. Dans les démarches. Dans les démarches. Voilà, pour constituer le dossier. Pour constituer un dossier pour acheter une maison. Au niveau des banques. Au niveau des banques. Au niveau du budget, vous aviez fait le budget, etc. avant pour oui. voir le disponible. Oui. Et puis vous avez été aussi accompagné lord des visites. Oui, lors des visites, j'étais accompagnée par Madame Delorme. Et puis, elle m'a aidée pour trouver la bonne maison, tout ça, voilà. Et c'était un choix que vous aviez formulé. C'était un choix qu'on avait fait, moi et mon mari. Donc voilà. Et puis après, on a visité beaucoup de maisons qui étaient... on a visité beaucoup de maisons, on a 10 maisons avant de trouver la bonne. Et c'est une maison que vous occupez là depuis 2020. C'est une maison que j'occupe depuis 2020. Voilà, et dans laquelle vous vous sentez bien. Et il y a eu des petits travaux de fait, oui, des aménagements petits travaux aussi. de fait, oui. Et là, vous avez été aussi accompagné. Oui, oui. Pour monter les dossiers d'aide. Oui. Et moi, j'avais une question que je vous ai posée tout à l'heure. Est-ce que si vous n'aviez pas été sous mesure de protection, vous auriez pu acquérir cette maison? Est-ce que c'est quelque chose... Non, j'aurais pas pu acquérir la maison sans mesure de protection. Donc, on a juste eu quelques petites difficultés lorsque nous avons monté les dossiers financiers des achats immobiliers. Pour l'achat immobilier, puisque parfois les organismes bancaires sont un petit peu frileux. On s'est beaucoup battu pour pouvoir aller jusqu'à l'aboutissement de ce projet qui vous tenait à cœur. Oui. On a eu vraiment eu des difficultés. L'avenant, on a dû signer un avenant au compromis pour avoir un délai supplémentaire. Et ça, c'est quelque chose qui vous a beaucoup stressé, je me souviens. Oui, j'étais beaucoup stressée. Hein. Oui. Voilà. Oui. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour ce témoignage. Et puis, vous restez avec nous si vous voulez reparler à tout moment. Vous êtes chez vous. Hein. On est autour de vous. Oui. Alors, on a déjà évoqué dans la protection des biens, maître, ce matin, on a déjà évoqué les devoirs du tuteur, les obligations légales du tuteur. Et on voulait commencer d'abord par la question de l'inventaire, comme on a la chance d'avoir un professionnel de l'évaluation des biens, de valeur ou pas de valeur. Voilà, pour que vous nous disiez un peu, vous, comment vous voyez en tant que spécialiste, commissaire-priseur,
comment vous voyez l'inventaire? Oui, bonjour à tous. Donc effectivement, je suis commissaire-priseur et commissaire de justice, donc j'ai cette double casquette. Et c'est à ces deux titres que je suis ravie d'intervenir aujourd'hui. Donc on est, nous, en charge de faire l'inventaire au moment de l'ouverture de la mesure de protection. Donc on est sollicité à la fois par les familles ou par les mandataires professionnels pour réaliser l'inventaire des biens mobiliers. Donc notre compétence se limite aux biens mobiliers. Alors qu'est-ce que sont les biens mobiliers? Ce sont les meubles, mais aussi les tableaux, les bijoux. Ça peut être aussi les véhicules, les tracteurs, le bétail. Il y a certains majeurs protégés qui sont par exemple agriculteurs. Voilà. Donc tous les biens meubles, c'est ces biens mobiles. Donc c'est pas la maison. Donc ça, ce n'est pas notre spécialité. Ce ne sont pas des comptes en banque. C'est tout ce qu'il y a dans la maison, autour de la maison, dans le garage. Voilà. Pour redéfinir la nature de ce qu'on inventorie. Alors l'inventaire en lui-même. Ouais, ce que je disais ce matin, c'est qu'il y avait deux délais, le délai à 3 mois. Exactement. Et le délai à 6 mois. Et dans la loi du 23 mars 2019, on a voulu mettre un délai à 3 mois limité aux meubles corporels. Tout à fait. Parce que ce sont les biens qu'on peut évidemment dissimuler. Pour le reste, on a le temps. Oui. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'on intervient rapidement. Nous, on essaie d'être au maximum disponible sous une semaine, par exemple, pour pouvoir faire l'inventaire dès que le mandataire, le tuteur nous sollicite, parce qu'il y a justement un degré d'urgence, entre guillemets, mais il faut respecter le délai de 3 mois établi par le Code civil pour faire l'inventaire de ces biens meubles, puisque l'idée, c'est de protéger, on est toujours dans cette mesure de protection, protéger le majeur pour que des biens dont il est propriétaire ne soient pas dissimulés, volés. Voilà, c'est vraiment ça l'idée principale. Et donc là, notre formation de commissaire-priseur et de commissaire de justice, qui comprend une longue formation d'historien de l'art, est très importante et je pense très utile à cet exercice-là, puisque ça nous permet, nous, d'identifier s'il y a des biens d'une valeur particulière dans le patrimoine du majeur. On parlait de bijoux tout à l'heure, mais on peut avoir une œuvre d'art particulière et donc peut-être le majeur n'a même pas connaissance. Ça peut arriver que ce soit un bien qui a été acquis par héritage, par cadeau. Et donc là, nous intervenons justement pour pouvoir mettre en lumière une valeur particulière dans l'ensemble du patrimoine du majeur. Ça peut être par exemple le véhicule aussi, j'en parlais tout à l'heure. C'est des choses dont on sert tous les jours, mais effectivement, un véhicule peut avoir une certaine valeur, même s'il n'est pas un véhicule de collection. Les bijoux de famille également, puisque souvent les bijoux sont transmis par héritage et on n'a pas toujours, moi au quotidien, dans nos inventaires, expertises même en dehors du cadre ici des mesures de protection, nous révélons la valeur des bijoux à des personnes qui n'en ont pas toujours conscience. Alors maintenant on en parle un peu plus parce que le cours de l'art a augmenté, mais parfois des personnes viennent nous voir et se disent bah, tiens, voilà, j'ai trouvé ça au fond d'un tiroir, c'est de la fantaisie, maman m'a transmis ceci, et en fait ce sont des bijoux en or qui aujourd'hui ont une valeur très importante parfois. C'est le cas aussi des pièces en or, des pièces en argent, des lingots d'or. Voilà, c'est des choses qu'on peut voir dans les inventaires de protection. Parfois il n'y a rien de particulier, mais il est quand même important de valoriser le téléviseur, le réfrigérateur, le four à micro-ondes, la table, le bureau, l'ensemble de livres, parce que c'est des choses qui sont aussi importantes à la vie quotidienne du majeur. Il n'y a pas toujours des tableaux de valeurs importantes ou des bijoux, mais voilà, notre mission, c'est de faire l'inventaire, peu importe s'il y a peu de choses ou beaucoup de choses. Alors deux textes, l'article 503 du Code civil et 1253 du Code de procédure civile. Et ce qui est très important, c'est le point de départ du délai de 3 mois. Le point de départ du délai de 3 mois, c'est le jugement. C'est pas le jour où on l'a reçu. Parce que si le jugement est le 3 juillet et qu'on l'a reçu que le 17 août, vous voyez déjà, il y a beaucoup de temps qui est passé. Deuxième temps, si on conteste la mesure, ça ne repose pas d'autant plus ce délai de 3 mois. C'est un acte conservatoire. On a parlé des actes d'administration, des actes de disposition. On n'a pas parlé des actes conservatoires. Un acte conservatoire, il peut être fait par la personne protégée, il peut être fait aussi par le voisin, il peut être fait par toute personne.
Donc ça, c'est véritablement quelque chose d'important. Il faut faire un inventaire. Et bien cette philosophie que j'ai dit ce matin, c'est que ce n'est pas contre le majeur protégé, c'est plutôt contre le protecteur ou pour le sécuriser, pour lui dire, ben voilà, ce bien, il était là ou il n'était pas là au début de l'exercice de votre mission. C'est vrai que vous disiez parfois c'est pas contre le majeur protégé et de temps en temps notre intervention fait peur et on le comprend très bien. Les majeurs protégés parfois ont compris l'exercice de la mesure et la raison de notre intervention, mais on comprend très bien que voir un étranger qu'on n'a jamais vu de sa vie débarquer à la maison avec son bloc-notes et lister les biens qui sont dans la maison en ouvrant, alors on demande toujours l'autorisation bien sûr pour ouvrir les placards, mais c'est un exercice qui fait un peu peur, c'est très intrusif et alors on essaie de faire ça avec bien sûr le mandataire est là ou le tuteur est là et on essaie de faire ça avec beaucoup de bienveillance et de pédagogie, mais on comprend très bien que ce soit intrusif et certains majeurs ont peur qu'on parte avec les biens. Alors on n'a pas du tout l'intention de prendre quoi que ce soit, c'est juste lister vraiment dans l'intérêt du majeur protégé pour justement que personne ne se serve après notre passage. Et c'est vraiment pouvoir faire une photographie, je pense que le terme est bon, une photographie du patrimoine du majeur à l'instant où nous venons, mais on essaie que notre intervention soit la plus délicate, la plus rapide, la plus complète aussi possible, mais voilà, de déranger le moins possible le quotidien, le confort de la personne dont on vient faire l'inventaire, parce qu'on se rend bien compte que c'est quelque chose qui n'est pas très amusant, pas très confortable et un peu bouleversant. Alors, autre point important sur l'inventaire, il faut l'actualiser. À chaque fois qu'on fait une donation, à chaque fois qu'on reprend de l'argent dans un rachat d'assurance vie, voilà, un inventaire, ça s'actualise. Et là, j'ai un exemple récent qui m'est venu en tête par rapport à l'actualisation. On a été contacté pour faire un inventaire puisque dans le cas d'une indivision, donc il y a une personne, une maman, une matriarche, qui avait une grande maison, 4 enfants, d'âge, la cinquantaine, la soixantaine, dont un des enfants était sous protection, et la maman, la matriarche, a décidé de déménager et donc de vendre la maison. Et à ce moment-là, nous, on a été contactés donc la mesure avait été mise en place depuis longtemps, mais on a été contacté comme la maison allait être vendue. On a fait un inventaire à la demande du mandataire de l'enfant protégé qui a une cinquantaine d'années pour justement qu'il n'y ait pas de dissimulation d'actifs au moment de la vente de la maison et justement de la répartition des biens, parce que la maman vivante répartissait des biens entre ses enfants. Les petits-enfants aussi pouvaient prendre des choses puisqu'elle partait en appartement. Et donc là, notre inventaire était là pour justement la demande du mandataire pour fixer les choses professionnellement avec un regard extérieur et professionnel sur la valeur des biens qui pouvaient être partagés. Dernier point sur l'inventaire, c'est vraiment... je trouve que c'est un acte vertigineux, l'inventaire. Parce qu'il ne peut pas être fait en une seule journée. Alors sans doute pour les meubles corporels, on y arrive. Pas toujours, il arrive quelquefois qu'on serait dans un château qui attendent bien. On a évoqué le matin le cas particulier d'un château. Ça nous arrive aussi. Mais en tout cas, il faut travailler poste par poste. Donc les meubles corporels, voilà, c'est plutôt avec vous. Après, vous pourrez peut-être nous dire si vous pratiquez des contrats généraux de prestation de services avec des associations tutélaires ou avec des MJPM pour intervenir sur 10, sur 15, sur 30 cas ou sur 60 cas l'année, ou si vous faites rémunérer au cas par cas. Alors nous, pour le chiffrage, justement, je regardais ce matin, nous on fait, là on en fait en 2025 120 inventaires, on est 3 associés dans tout l'Orne. Et on a fait 130 en 2024, donc on est assez, assez constant. Vous me demandez, en fait, ça dépend des prestataires avec lesquels on travaille. Soit on fait des inventaires au cas par cas, donc un inventaire, voilà. Ou alors parfois on a mis en place avec certains organismes des tournées d'inventaire, donc toute la journée, comme ça nous permet de centraliser les secteurs. C'est des inventaires pour lesquels on prend les honoraires vraiment très très faibles. Je dis ça parce qu'on peut avoir parfois des doutes sur l'utilité ou la plus-value d'un inventaire, et que c'est vrai que sur 4 cas sur 5, il n'y a aucun intérêt, et puis sur un cas, heureusement qu'on en a fait un.
Voilà. Parce qu'on avait un bien... Donc il n'y a pas une aurait... obligation de prendre un commissaire-priseur. Vous l'avez sûrement rappelé. Certains inventaires sont faits avec deux témoins. Et donc non, on n'intervient pas du tout. On n'en a même pas connaissance. Mais on nous appelle dans différents cas de figure, notamment s'il y a des biens qui peuvent être de valeur particulière ou qui peuvent poser question, ou s'il y a par exemple une mésentente sur les valeurs des biens. Et donc nous, on intervient en tant que professionnel du marché de l'art, c'est notre métier au quotidien, et en tant que personne extérieure aussi. Donc effectivement, voilà. Mais il faut savoir que donc, les frais de l'inventaire sont à charge du majeur protégé. Voilà. Mais je le rappelle, c'est ce que je disais à l'instant, c'est quand même quelque chose qui parfois fait peur, d'une part parce que c'est intrusif et parce qu'on se dit ça va coûter cher, c'est un commissaire-priseur qui vient. Et non, c'est un exercice pour lequel on prend vraiment et donc effectivement, il y a des accords qui sont faits avec certains organismes par rapport à nos frais de prestation, mais qui sont vraiment au strict minimum du déplacement kilométrique, parce que voilà, et le temps, le petit temps que ça prend, parce que on est commissaire de justice, donc c'est un exercice qu'on fait en tant que commissaire de justice et donc officier ministériel, et c'est réglementé, et on est même parfois sous le tarif réglementé. Alors, deuxième poste, les biens immobiliers. Alors, les biens immobiliers, il faut quand même le dire, souvent vous pensez que c'est l'évaluation du bien qui compte, c'est pas ça qui compte, c'est l'état du bien. Et surtout la nature des droits. Est-ce qu'on est usufruitier? Est-ce qu'on est simplement usager? Est-ce qu'on est pleinement propriétaire? Est-ce qu'il y a des mitoyennetés? Est-ce qu'il y a des servitudes? Donc tout ça, ce sont des points qui ne sont pas toujours très bien faits. Donc sur la question de l'état, eh bien, des photographies sont parfois utiles parce qu'on peut reprocher à un tuteur, par exemple, de ne pas avoir refait une toiture il y a 15 ans. Mais voilà, peut-être qu'il y a 15 ans, ce n'était pas nécessaire et que le besoin est seulement criant il y a quelques temps. Voilà, donc l'inventaire, c'est véritablement plutôt la description des biens. La valeur n'est souvent qu'indicative. Et puis la valeur, ça ne veut pas dire grand-chose. Vous voyez, si je vous dis telle maison en 1988, combien elle coûtait, vous ouvrez l'inventaire. Non, ce qui va vous intéresser, c'est quels étaient les droits sur la maison, l'étendue des droits, le périmètre des droits, et surtout l'état du bien en 1988. Voilà. Troisième poste, et là on a la chance d'avoir les banquiers et les assureurs, FICOBA, FICOVI. Quand on est désigné tuteur-curateur, on reçoit dans le jugement l'adresse de FICOBA, le fichier des comptes bancaires, l'adresse de FICOBI, le fichier des contrats d'assurance vie. Et donc le tuteur est invité par le juge, et le curateur en curatelle renforcée est invité par le juge à leur écrire. Et c'est là, voilà, moi je l'ai fait à titre personnel. C'est pas toujours évident. Alors qu'est-ce qu'on trouve comme information? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Si vous voulez, je vous laisse la liberté de prendre la parole. Et là, vous avez l'occasion de vous présenter. Bonjour, Philippe Goubet, donc responsable du pôle clientèle protégé du Crédit Agricole Normandie. Alors effectivement, lorsque le mandataire est nommé, une de ses priorités, c'est aussi d'aller et de contacter le banquier. En général, on a deux procédures. Je pense que la Caisse d'épargne, c'est pareil. Puisqu'on est bien calé aujourd'hui avec les mandataires professionnels à travers de conventions. Ils connaissent notre existence. On a un pôle spécialisé avec 6 spécialistes au sein du Crédit Agricole Normandie qui connaissent à peu près tous les types de mesures et comment il faut les accompagner. Mais c'est surtout vis-à-vis des mandataires familiaux qu'on a mis en place le dispositif que depuis 4-5 ans, puisque le mandataire familial ne le connaît pas forcément dans les banques, les pôles spécialisés n'ont pas forcément les contacts. Donc qu'est-ce qu'il faut? Ça s'adresse généralement à à l'agence de proximité, l'agence de domiciliation du protégé. Et là, donc, nous avons mis en place tout un dispositif pour lequel le conseiller de proximité, qui n'est pas forcément bien aguerri des difficultés pour accompagner les personnes protégées, eh bien, a toute une procédure où il récupère les informations nécessaires, nous les remonte, et une fois qu'on a tous les éléments, nous, on prend contact avec le mandataire familial pour mettre en place avec lui la mesure d'accompagnement. Et donc, on est hyper différencié sur, effectivement, si ce sont des mesures de type tutelle ou curatelle, ou des mesures d'habilitation, puisque sur les mesures d'habilitation, on va être moins contraignant sur un certain nombre de points, d'autant que sur les habilitations, à 80-90%, ce sont des habilitations de représentation avec souvent le conjoint qui est nommé, et dans quel cas on modifie peu de choses.
A contrario, sur des sur des habilitations par assistance, qu'on voit aussi de temps en temps, là, on est obligé d'être un peu plus dans la dentelle et de regarder ce qui se passe vraiment. Donc, on a mis en place tout un dispositif pour sécuriser derrière, effectivement, l'ensemble des comptes, mais surtout pour, et c'est ce qui a été fait au travers des conventions qu'on a signées avec l'ensemble des professionnels, pour faire en sorte que sur la période un peu charnière, la période qui est celle de la mise en place de la mesure, le protégé qui est en agence et qui subit de plein fouet en fait cette protection, puisse continuer d'avoir les moyens de paiement et disposer de son argent sans rupture. Voilà. Je sais pas si oui, donc Didier Geffroy, chargé d'affaires personnes protégées. En fait, on est l'interlocuteur privilégié des mandataires judiciaires. Donc, quand on va recevoir l'ordonnance, on va l'enregistrer dans les meilleurs délais. Nos mandataires ont les adresses mail de notre service assistance et bien entendu les coordonnées des chargés d'affaires en région. On est 6 sur toute la Normandie. Et comme disait Philippe, effectivement, l'urgence, ça va être d'enregistrer la mesure et de gérer tout de suite derrière avec les mandataires l'argent de vie quotidienne, parce que c'est un petit peu quand même le nerf de la guerre. Ensuite, on va pouvoir établir l'inventaire. On a parlé d'inventaire tout à l'heure. On va faire l'inventaire des avoirs du majeur au jour de la mesure, que l'on va transmettre aux mandataires. Et on va également mettre en place, comme disait Philippe également, via nos outils, la relation entre le mandataire et la banque pour qu'il puisse avoir accès aux différents comptes dans les meilleurs délais également. Très bien. J'allais reprendre, moi, cette question de la présentation, d'être curateur ou tuteur et de la présentation de ses pouvoirs. Là, mais bon, c'est très bien, tout ce que vous avez dit, c'était parfait. En plus, vous avez anticipé sur certaines choses. J'étais sur Ficoba, Ficovi, parce que quand on écrit à Ficoba, Ficovi, on va recevoir un relevé avec tous les comptes ouverts tous les contrats d'assurance vie que la personne a souscrit. Et c'est pas toujours, quand même, je trouve, très pratique, parce que notamment, c'est pas mis à jour. Et on peut trouver, par exemple, qu'une personne a 19 comptes, alors qu'en réalité, il y en a 12 qui ont été clos, mais ça n'a pas été mis à jour. Donc, comme on est obligé de rendre compte au juge, quand on est tuteur ou curateur en curatelle renforcée, et qu'on va présenter cette pièce, on est obligé de se présenter auprès de chaque banque, de mettre évidemment le numéro IBAN pour chaque compte, le numéro de compte, combien il y a, et puis voilà, s'il est clos, il faut le vérifier quand même avec l'établissement. Pour les assurances-vie, les juges, aucun texte ne le dit, mais dans leur pratique, les juges exigent de connaître les clauses bénéficiaires. Alors, dans l'inventaire que l'on fournit aux mandataires judiciaires, les clauses figurent sur l'inventaire. Voilà. Et pour les familles aussi, parce que vous voyez, ça peut révéler... Chose pour les familles également. Ça peut révéler des situations d'opposition d'intérêt. Tout à fait. Pour terminer sur l'inventaire, parce qu'on a déjà dit beaucoup de choses, donc premier poste, les meubles corporels, on l'a vu avec vous. Deuxième poste, les droits immobiliers. Troisième poste, toutes les liquidités. Quatrième poste, il y en a encore 2. C'est pour ça que je vous dis, ça se fait en 5 temps. Quatrième poste, les coffres-forts. Alors là, c'est intéressant parce que ça vous met en lien à la fois les banques et à la fois le commissaire priseur ou de justice. Et moi, j'ai découvert, c'est pour ça que dans le bouquin avec Philippe, on a mis un petit paragraphe sur le coffre-fort. C'est compliqué, le coffre-fort. C'est compliqué parce qu'il faut que le majeur protégé soit présent quand on est en curatelle. Le banquier ne comprend pas toujours le jugement parce qu'on n'a pas la chance d'être avec vous, qui êtes les organes de soutien dans vos établissements. Là, pour le coup, on est en agence. Oui, parce que nos collègues agences n'ont pas toujours la connaissance et se demandent parfois qui peut entrer dans la salle des coffres. Exactement. Voilà. Moi, je m'y suis pointé, j'ai attendu 2 heures. Pourtant, on avait pris rendez-vous, parce qu'on avait l'impression que l'employé de Pour banque... savoir si on pouvait vous laisser entrer. Ah oui, on a l'impression que c'était comme une poule qui avait trouvé une cuillère, il ne savait pas quoi faire avec. Il était comme ça, avec des papiers couraient partout. 2 heures. Et sachant que le commissaire de justice, je n'ai pas pu le garder 2 heures, moi. Il est juste passé comme ça. Donc je lui ai dit, écoutez, on va prendre des photos et tout. Et on a trouvé vraiment que le coffre-fort, c'était quelque chose d'assez compliqué. Parce que d'abord, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Ensuite, on peut parfois avoir un coffre-fort indivis, c'est-à-dire un coffre-fort où on a plusieurs titulaires. Et donc, on ne sait pas qu'est-ce qui appartient au majeur protégé, qu'est-ce qui appartient à une autre personne. Donc ça, ce n'est pas toujours évident.
Et donc, moi, je lui ai demandé, là, c'était un coffre-fort qui avait 2 noms. Je lui ai dit, bah, écoutez, on va désolidariser le coffre-fort. Ah, il me faut une ordonnance du juge des tutelles. Bah, je lui ai dit, bah, écoutez, non, parce que là, la personne qui est là et qui est aussi co-titulaire du coffre, elle n'est pas protégée et elle dit, j'y renonce et je récupère juste ce bien qui est à moi. Et on l'a inscrit dans l'acte, non pas d'inventaire, mais dans le procès verbal de découverte du contenu du coffre-fort. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était extrêmement pratique. Ça ne se pose pas toujours, heureusement, la question du coffre-fort. Est-ce que vous avez des éléments à donner sur ce point extrêmement pratique? Parfois, on trouve une arme, oui. Des produits illicites. Rapidement, effectivement, Allez-y. j'en parlais juste avant de monter ici, de la difficulté parfois qu'on rencontre, même en tant que commissaire-priseur aussi, de pouvoir accéder au coffre, que ce soit dans le cadre de tutelle ou de curatelle ou même de succession d'ailleurs. Parfois, effectivement, ça dépend de l'interlocuteur devant lequel on se trouve dans l'établissement bancaire. Certains n'ont pas l'habitude à la salle des coffres et on a vraiment l'impression que c'est le Pérou. Mais plus sérieusement, dans les coffres-forts, parfois ils sont vides, mais personne ne le sait, mais ça il faut bien l'ouvrir pour le savoir. Parfois il y a effectivement des bijoux ou des lingots d'or, j'en parlais, mais ça arrive plus souvent qu'on le croit, ou des pièces en or tout simplement. Parfois il y a des documents administratifs qui sont importants pour la gestion de la tutelle, de la mesure de protection. Donc ça, nous, ça ne nous regarde pas, mais on l'ouvre. Et puis effectivement il peut y avoir des armes à feu, des objets d'art, donc voilà, que nous on rentre dans l'inventaire, bien entendu. Des reconnaissances de dette, j'ai trouvé une fois. Ah oui. Une reconnaissance de dette. Voilà. Donc on peut voir tout un tas de choses, parfois rien du tout. Donc parfois on peut aussi attendre, donc parfois les clés sont perdues, ça nous arrive de temps en temps. À ce moment-là, il faut prendre un rendez-vous avec un serrurier, mais ça a été pris en amont. Mais le serrurier n'a pas toujours, même lui, peut pas faire ça très rapidement. Donc on peut attendre 2 heures. Ça m'est déjà arrivé aussi d'attendre 2 heures à la banque pour que le coffre soit ouvert et pour finir qu'il soit vide. Mais bon, ça fait partie des joies du métier. Alors le 5e point sur l'inventaire à ne pas oublier, ce sont les contrats en cours. Et ça, c'est souvent oublié par les professionnels quand ils font un acte d'inventaire, ce sont les contrats en cours. Un contrat en cours, ça fait naître des créances, ça fait naître des dettes. Donc ça a un impact sur le patrimoine. Et puis un contrat en cours, il faut se poser la question, est-ce qu'il a été valablement formé? Donc on se pose la question de la période suspecte, est-ce qu'il faut le remettre en cause ou pas le remettre en cause? Donc c'est pour dire qu'un inventaire, ça prend beaucoup de temps à mettre. Là, on est à un inventaire à 6 mois. 3 mois, c'est juste sur les meubles corporels. Et puis ensuite, ça s'actualise. Voilà. Refermons cette question de l'inventaire et voyons maintenant la relation avec les chargés de gestion de patrimoine, avec les banques, avec les assureurs. Alors, il y a différents contrats. Alors peut-être au tout début, le dépôt à vue, le premier contrat, est-ce qu'il y a des choses à préciser sur le dépôt à vue? Sur le dépôt à vue, s'il peut y avoir quand même un sujet qui sont les conjoints, de fait, donc notamment tutelle, curatelle, avec la nécessité, si possible, de désolidariser effectivement les comptes pour individualiser en fait les ressources et les dépenses. Donc c'est en général fait dans les 3-4 mois, voire un petit peu plus avec les mandataires professionnels. C'est moins le cas sur les habilitations, puisqu'il n'y a pas forcément cette obligation. Mais effectivement, c'est un point assez saillant. Je sais qu'il y a des réseaux bancaires qui sont très stricts sur le sujet et qui n'ouvrent pas la mesure tant qu'on n'a pas validé la désolidarisation quand il y a un conjoint. Ouais. Alors, si c'est la même chose. Oui, on l'ouvre également, nous, la mesure. Ouais. Sur les DAV, autrement, c'est très important pour le majeur, c'est le choix de la carte bancaire en fonction de sa situation et de ses souhaits et de son degré d'autonomie également. Ouais. Donc la carte bancaire, et puis autrement, tout ce que tu disais tout à l'heure sur les accès à distance, la nécessité de mettre le plus rapidement possible effectivement les accès à distance, avec l'obligation de laisser en mode consultation, puisqu'on doit effectivement faire en sorte que le protégé puisse accéder aux informations, mais pas forcément agir. Et puis surtout le blocage de l'ensemble des comptes d'épargne et d'assurance vie, puisque ça fait partie des obligations, puisque ce sont pour y toucher que principalement des actes de disposition, hormis sur l'habilitation familiale et encore pour tout ce qui peut être lié à des oppositions d'intérêt ou actes gratuits, effectivement, on a obligation et on a un devoir de vigilance par rapport à ça, avec des fois obligation
et surtout, quand je dis obligation, d'aller sonner l'alerte auprès du juge sur des fois des opérations ou des tentatives de personnes qui sont habilitées et qui outrepassent pas forcément de façon... comment dire, tout simplement parce qu'elles ne le savent pas, mais on a été amené effectivement, et on peut être amené à faire des alertes auprès du juge sur des opérations qui nous paraissent des fois pas forcément conformes. Alors, pour reposer les choses, la désolidarisation du compte joint, enfin, la question d'avoir un compte de DAV individuel, elle est posée par l'article 427 alinéa 5 du Code civil, qui emploie l'adverbe exclusivement. On doit, quand on est tuteur ou curateur, réaliser des opérations à partir d'un compte ouvert exclusivement au nom de la personne protégée. Donc à partir de cet exclusivement, on en tire la conséquence qu'on ne peut pas garder un compte joint. Alors heureusement qu'il y a une soupape de sécurité dans l'habilitation familiale. Elle existe parce qu'on a un article 494-7 qui nous dit que l'article 427 ne s'applique pas. Donc quand vous avez un couple qui a peu de moyens et qui a toujours vécu avec un compte joint, heureusement que l'ouverture d'une mesure de protection juridique au profit de l'un et exercée par l'autre ne les oblige pas à avoir des comptes séparés puisqu'ils n'en ont jamais eu le besoin avant. La vraie difficulté existe quand on est sur des co-mesures exercées par un tuteur familial ou un curateur familial et un MJPM. Peut-on garder un compte joint quand ça devient nécessaire? Et là, non. Non, d'abord parce qu'il n'y a pas d'exception dans les textes, d'une part, et d'autre part parce que le mandataire judiciaire à la protection des majeurs, quand il va gérer le compte, est responsable d'une mauvaise gestion du compte. Et il ne faudrait pas que la personne à laquelle elle a donné procuration, ou qui est l'autre titulaire du compte, commette une faute de gestion, dont serait responsable aussi le MJPM, et qui ne serait pas couvert par sa propre assurance responsabilité civile. Alors il y a deux types de désolidarisation. Il y a celle qui est demandée par le tuteur ou le curateur, et là il va falloir l'autorisation du juge puisqu'on va fermer un compte, mais il y a celle qui peut être demandée par l'autre titulaire du compte, c'est quand même la solution la plus simple. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et il n'y a pas besoin d'autorisation du juge, pour le coup. Voilà. Alors, après les comptes de DAV, un certain nombre de comptes de placement, peut-être. Le déposer de l'argent sur un compte de placement, faut-il une autorisation du juge? Là, tout dépend effectivement du type de mesure. Donc, sur les habilitations, curatelle, sur le curatelle, sur les ouvertures, on est avec le curateur et la signature du protégé. Et puis, sur les tutelles, dans certains cas, effectivement, il faut l'autorisation du juge pour pouvoir ouvrir. Alors, c'est ici que la déjudiciarisation a quand même été utile dans la loi du 23 mars 2019. C'est l'article 501, alinéa 1er in fine, qui prévoit justement qu'on peut déposer de l'argent sur un compte déjà ouvert. Alors le problème, c'est qu'on a employé le mot « compte » au lieu d'écrire, comme on l'avait dit dans le groupe Anne-Caron d'Église, « compte ou livret ». Voilà. Il peut y avoir un compte titre, par exemple. Et donc là, pour le coup, certaines banques ont différentes interprétations. Le texte ne dit que compte, il ne dit pas livret. Alors sachez qu'on est dans le Code civil, on n'est pas dans le Code monétaire et financier, et on en a une vision extrêmement large. Donc dès qu'on dépose de l'argent sur un compte déjà ouvert, dans le même établissement, là, il n'y a pas besoin d'autorisation du juge. Alors cette question des autorisations du juge, cher Philippe... Oui, non, ce que je voulais rajouter aussi, c'est... par rapport aux règles que tu décris, c'est qu'on a aujourd'hui des tribunaux qu'on engorge avec un certain nombre de demandes, des ordonnances qui concernent des contrats avec des montants très très faibles. Et tous les jours, je vois, comme on est une banque mutualiste, des parts sociales à 15 € sur lesquelles, pour clôturer et rembourser ces 15 €, on est obligé d'aller solliciter le juge. Bon, on en discute depuis quelques temps, et d'ailleurs on l'a écrit. Ouais. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir qu'on trouve la solution pour des montants très très faibles. Je vois des livrets A, les livrets A peuvent être à 0. L'autre jour, j'étais avec un mandataire externe qui était sur Saint-Malo, où on était sur un livret A à 11 centimes.
je lui dis, je vais vous le clôturer, et je vous fais une attestation que vous communiquerez au juge pour dire que on ne va pas le solliciter pour clôturer, pour avoir son avis pour clôturer en centimes. Bon, on en arrive à des aberrations comme ça, effectivement, qui font que faudrait qu'on ait à un moment donné, qu'on revienne à du bon sens pour se dire que à partir d'un certain montant ou en dessous d'un certain montant, on fournit une attestation. Ouais. L'article 427 du Code civil aujourd'hui n'exige d'autorisation du juge que pour ouvrir un compte dans un autre établissement ou alors clore un compte qui a été ouvert par le majeur protégé avant le début de la mesure. Ce qui veut dire, à contrario, ouvrir un autre compte dans le même établissement, pas d'autorisation du juge, ou clore un compte qui a été ouvert par le MJPM après le début de la mesure, pas besoin d'autorisation du juge. Mais ce qu'on aimerait, voilà, avec cette proposition de Philippe Goubet, c'est de mettre par décret, je pense que ça serait tout à fait possible, un montant où on pourrait facilement se passer de l'autorisation du juge. Alors, il faut aussi faire attention parce qu'il y a des procès en responsabilité. On ne lit parfois pas assez les contrats. Et derrière un contrat, il peut y avoir une prestation, un service, notamment une assurance. Et on avait eu un tuteur professionnel qui avait clos un compte inactif depuis 7 ou 8 ans. Et il ne savait pas que derrière, il y avait une assurance très intéressante sur la prise en charge des soins médicaux. Et après, on a eu besoin justement de recourir à des soins médicaux. Et voilà, il n'y avait plus de prise en charge qui était aussi efficace. Et donc là, le mandataire judiciaire à la protection des majeurs a dû payer la différence par sa propre responsabilité. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi lire comment je pourrais dire, les contrats et ne pas hésiter à revenir vers son banquier pour lui demander une petite explication. Voilà, on va clore le compte. Attestez-moi qu'il n'y a pas d'autres prestations ou d'avantages attachés à ce compte. Quelques petites particularités avant de parler d'assurance vie, peut-être. Le contrat de capitalisation. On parle d'abord de l'assurance vie, puis après on va parler du contrat de capitalisation. L'assurance vie. Qui a envie de parler de l'assurance vie dans votre pratique, madame? Présentez-vous. Oui, bonjour, Marie-Charlotte Courtin, j'interviens pour le cabinet patrimonial conseil. On est spécialisé sur l'étude des patrimoines des personnes sous protection juridique. En fait, nous, on part en fait, on arrive après l'inventaire. En fait, ce sont les mandataires qui nous contactent et on fait une étude générale du patrimoine en général du majeur. Mais on ne regarde pas que son patrimoine. En fait, on regarde toute sa situation personnelle, son état civil, ses héritiers potentiels, ses choix, ses envies. Donc on discute beaucoup avec les mandataires pour avoir vraiment une vision globale avant de toucher quoi que ce soit dans ce patrimoine et avant d'étudier même ce patrimoine. On a besoin d'abord de connaître la personne. On ne la rencontre pas. Cas très exceptionnel, on rencontre les personnes sous curatelle si les mandataires nous le demandent pour pouvoir échanger sur des sujets. Et ensuite, une fois qu'on a vu cette situation dans son ensemble, on va se poser des questions sur le patrimoine tel qu'il existe, puisque quand on arrive en mesure de protection, on était une personne tout à fait... moi, demain, je peux être sous mesure de protection, j'aurai un patrimoine, j'arrive avec mon patrimoine, avec ma vie, mon identité, et ça doit être dans une continuité. Donc, en fait, on va tout étudier ça. Le profil de risque peut avoir changé entre le moment où, justement, on passe en mesure de protection, puisqu'on doit avoir une gestion prudente. Donc, on est en capacité d'étudier les comptes titres ou les PEA qui existaient, mais aussi avec une vision de se dire que parfois, il y a des actions dans les comptes titres ou les PEA qui sont des actions qui ont été reçues. Enfin, ça peut être quelque chose, un héritage familial. On peut être très attaché à certaines choses. Donc, on doit s'attacher à l'ensemble de la personne avant de faire quoi que ce soit. Nous, dans notre approche, on demande toujours aux mandataires les contrats d'assurance vie, les relevés de contrats d'assurance vie, on regarde comment ils sont investis, on n'y touche pas. Sauf cas très exceptionnel, s'il y a un besoin d'équilibrer un budget et qu'on doit passer par un rachat, mais on va étudier les clauses bénéficiaires, on va vraiment échanger avec les mandataires. Et ensuite, on étudiera la fiscalité et savoir sur quel contrat il est plus intéressant de racheter.
Et ce que vous disiez aussi ce matin, on va s'intéresser vraiment aux clauses bénéficiaires parce qu'effectivement, on peut se retrouver dans des cas où on va avoir 3 contrats d'assurance vie avec 3 bénéficiaires différents. Et ce n'est pas à nous de choisir si on va aller sur tel ou tel contrat, même si la fiscalité est plus intéressante. Ça appartient aussi aux majeurs. Ouais. Donc en fait, on doit vraiment s'intéresser à tout un ensemble de facteurs avant de commencer à réorganiser ou à résoudre des problématiques, en fait. Merci, Mme Courtin. Il y a 2 points qui sont fondamentaux dans ce que vous nous dites. C'est d'abord le principe du respect des choix du majeur protégé. Il faut continuer à travailler avec les prestataires, les banquiers, mais je trouve que ça dépasse l'article 427 du Code civil et la relation financière. On continue de travailler avec l'avocat du majeur protégé, avec le notaire du majeur protégé, avec son médecin, son infirmière, son podologue, etc. Sauf si, bien entendu, il n'est plus en mesure de continuer à exercer sa profession, ou si, pour des raisons ou pour une autre, ce n'est plus faisable, ce n'est plus aussi faisable. Donc ça, on respecte. C'est pas parce qu'on arrive tuteur familial et qu'on dit, ben non, je viens avec mon avocat, je viens avec ma banque, et c'est comme ça que ça va fonctionner. Voilà. On sait qu'avec les familles, on est un peu plus regardant, mais avec les MJPM, on les invite à vraiment à travailler dans la multibancarité. On sait très bien qu'en pratique, c'est pas toujours le cas, et qu'il y a des banques qui sont beaucoup plus efficaces que d'autres. Voilà. Donc c'est bien beau les principes, mais ils connaissent toujours des limites. Et le deuxième point qui est fondamental, c'est la question de la neutralité. Parce que les banques, les familles peuvent se faire parfois des idées. Et donc, non, quand on choisit un contrat plutôt qu'un autre, soit on s'appuie sur la volonté de la personne protégée, soit on va être neutre et on va prendre tous les contrats par égalité. On va véritablement pas rentrer dans... comment je pourrais dire, pour avantager ou pour désavantager un membre de la famille. On essaye véritablement d'être neutre et les juges y sont très attachés. Alors, est-ce que c'est toujours bien? On peut avoir des doutes parce que la personne protégée a peut-être rédigé un testament. Et elle a peut-être choisi d'instituer dans les membres de sa famille quelqu'un comme légataire universel. Le problème, c'est que ce testament doit rester secret jusqu'à son décès. Le juge des tutelles n'y a pas accès, le MJPM n'y a pas accès et le notaire opposera le secret professionnel. Donc c'est pour ça que la question de la neutralité est absolue, à moins que, quand on a la chance d'avoir une personne protégée qui puisse parler et qui puisse dire non, moi je préfère que vous rachetiez sur tel contrat plutôt que sur tel autre. Ah, dans ce cas-là, ça joue. Alors, en fait, quand on est face à ce genre de problématique, en fait, nous, on reste dans le conseil. C'est-à-dire qu'on va les prévenir qu'il y a ce risque. Et nous, on va aller jusqu'au bout de notre conseil, mais avec cet inconnu. Donc, on va aller juste sur le niveau fiscal. Est-ce que vous aidez un peu les familles à rédiger les requêtes? Les mandataires, oui. Oui. En fait, on apporte une expertise au départ, on rédige une étude après avoir discuté avec les mandataires, et ensuite, quand on leur envoie les études, on leur présente une requête en format Word. Donc en fait, elles peuvent retravailler les requêtes comme elles le souhaitent. Et vous, à la banque, Caisse d'épargne, Crédit Agricole, vous faites ce travail de conseil ou d'aide à la rédaction des requêtes ou jamais? Ou vous, monsieur, dites-nous. On formalise une proposition lorsque l'on est sollicité et suivant les cas, on fait appel à notre service de gestion privée où là, on a des spécialistes. On essaye, nous, à notre niveau, d'être les meilleurs généralistes possibles, mais il y a un moment donné où on peut faire appel soit à la gestion privée, soit encore au-dessus à la banque privée. Parce que la caractérisation de l'intérêt du majeur protégé, Madame le juge parlait tout à l'heure du meilleur intérêt, c'est pas toujours évident. Il y a les fonds euros, vous savez, les magistrats ne sont pas toujours au point sur tous ces points-là qui vous sont à vous familiers. Donc, bonjour à tous. Ouais. Donc moi, Yannick Wiśniewski, donc je suis agent général d'assurance. Donc là, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de tout ce qui était assurance vie. Donc par rapport aux requêtes, oui, nous, à l'agence, on le fait. On aide à rédiger les requêtes. Alors, je ne sais pas si vous allez en parler après. C'est vrai qu'il y a un point important également sur les personnes qui sont sous mesure de protection, c'est surtout leur responsabilité civile. On va en parler après, ouais. Voilà. On va faire donc, mais voilà, je suis ravi qu'on puisse en parler avec vous. Parce qu'il y a ça et puis le dommage au bien. Ouais, on bien, va en parler tout simplement. Voilà. On va terminer le financier avec le contrat de CAPI après. Donc de notre côté, on a aujourd'hui 2 conseillers patrimoniaux spécialisés. 10 minutes. Ouais, 10 minutes.
Je parlais du patrimoine et on a effectivement de conseillers spécialisés effectivement, qui font aussi le même type d'études et qui ont eu les formations adaptées pour pouvoir effectivement faire l'approche adaptée par rapport aux besoins effectivement de la personne protégée, puisqu'on est bien souvent sur des équilibres budgétaires où on est obligé d'aller tirer de l'épargne. Donc c'est d'aller tirer l'épargne là où c'est le moins indolore et en respectant en fait tout ce que la personne du temps où elle avait ses capacités a mis en place aussi. Merci beaucoup. C'est un point qui est capital pour les familles. Aux assises de l'Orne des tutelles de 2012, vous aviez eu le courage, Madame Briand, d'inviter une femme qui avait sorti sa petite pancarte « tuteur égale voleur ». Vraiment, c'est beaucoup de courage de votre part. Et cette dame, voilà, en voulait à l'UDAF d'avoir pris une décision qui diminuait son héritage. Et donc, Madame le juge l'a très bien dit, c'est même un reproche qu'elle m'a fait, elle me dit « vous n'avez pas parlé d'intérêt ». Je l'avais fait le matin, mais je ne l'ai pas fait dans le petit laïus. Et donc, il faut que les familles comprennent que toutes les décisions vont être prises dans le seul intérêt de la personne protégée. Et donc, le choix d'un contrat d'assurance vie, par exemple, quand on a vendu une maison, ce n'est pas forcément intéressant pour les héritiers, parce qu'il peut y avoir, quand vous avez eu des droits sociaux qui vont être donnés, il peut y avoir ensuite la récupération sur les assurances vie qui vont se faire à l'ouverture de la succession. Mais on a la Cour de cassation qui s'est prononcée le 7 février 2018. Toutes les décisions ne sont prises que dans l'intérêt de la personne protégée. L'intérêt des héritiers n'est pas du tout pris en considération. Ça, c'est très important que vous l'ayez à l'esprit pour les familles. Voilà. Alors vous pouvez peut-être intervenir sur les questions de fiscalité. Je trouve qu'il faudrait dire des choses. Sur l'intérêt de la personne protégée, c'est important. Ça m'est arrivé d'avoir effectivement des personnes de la famille qui m'ont appelé et qui m'ont dit « mais là, vous avez préconisé telle chose et en fait, nous, ça nous convient pas du tout ». Et en fait, on est en devoir de leur exprimer que c'est la personne qui est sous la mesure de protection et c'est cette personne qu'on protège. Voilà. Et ça ne va pas forcément protéger les personnes qui les entourent. Et bien malheureusement pour eux, on n'ira pas dans leur sens. Alors comment faire si on n'est pas d'accord avec ça? Eh bien, on fait un mandat de protection future. Voilà. Et on peut, dans son mandat de protection future, dire « j'ai géré toute ma vie mes biens dans l'intérêt de ma femme et de mes enfants. S'il m'arrive quelque chose, je veux qu'on continue à gérer les biens dans l'intérêt de ma femme et de mes enfants et pas seulement dans mon seul intérêt. » Mais si on ne l'a pas écrit soi-même dans un mandat de protection future, c'est inopposable aux personnes en charge de la mesure. Voilà. Donc ça, c'est un point important. Le contrat de capitalisation, il faut en parler. C'est quand même pas si facile que ça, le contrat de capitalisation, d'un point de vue fiscal. Alors pourquoi ça se pratique ou ça se pratique pas? Dites-nous. En fait, le contrat de capitalisation, il arrive en support après les contrats d'assurance vie. C'est un peu la même enveloppe. La différence, c'est que le contrat de capitalisation rentre dans la masse successorale. Le contrat d'assurance vie est traité hors masse successorale. Avec ce détail des 70 ans, des placements qui sont effectués avant les 70 ans ou les placements qui sont effectués après les 70 ans. C'est important aussi que les personnes en aient conscience. Et ce qui est important aussi, c'est que vous disiez tout à l'heure sur la récupération de l'aide sociale. Donc on ne peut pas faire aussi, parfois dans certains cas, on ne peut pas faire n'importe quoi. En fonction de la situation globale des aides sociales et de la situation personnelle de la personne sous protection, on ne peut pas forcément aller vers un contrat d'assurance vie parce qu'on sait qu'il y aura un moment cette récupération et on ne peut pas, c'est déontologiquement pas possible d'aller vers ce genre de placement. Donc sur les contrats d'assurance vie ou sur les contrats de capitalisation, en fait, par exemple, je prends un exemple. Après les 70 ans de la personne, s'il n'y a pas eu de contrat d'assurance vie de souscrit, on va souvent préconiser un contrat d'assurance vie à hauteur de 30 500 € pour pouvoir avoir les abattements pour les héritiers. Mais on va mettre en place un contrat de capitalisation, par exemple, s'il y a besoin d'équilibrer un budget. Et c'est là, pour le coup, on ira chercher l'équilibre du budget sur le contrat de capitalisation. Donc... Alors on s'était posé la question s'il fallait une autorisation du juge des tutelles pour un contrat de capitalisation. Et en fait, tout dépend du risque. S'il n'y a aucun risque, quand on est dans des placements de fonds euros,
Donc finalement, voilà, il n'y a aucun risque. Donc à partir de là, c'est un acte d'administration comme on le ferait sur un livret A, vous voyez. Et comme ça retombe dans l'actif successoral, ce n'est pas nécessaire. Par contre, si on veut l'optimiser, non pas d'un point de vue fiscal, mais si on veut l'optimiser avec un risque par rapport aux unités de compte, là, ça devient un acte de disposition. Voilà. Alors certains juges veulent systématiquement donner une autorisation parce qu'ils n'y connaissent absolument rien. Et on voit, nous, à la formation des juges des tutelles, qu'il y a des juges qui sont très réfractaires à tout ça, qui veulent même ne pas en entendre parler, mais on leur dit bien, les tuteurs sont obligés de solliciter votre avis pour prendre des actes importants, et c'est leur devoir. Et puis d'autres ont bien compris, parce qu'ils vont à des formations de chargés de gestion de patrimoine, et ont bien compris que c'est selon le risque qu'on bascule de l'acte d'administration à l'acte de disposition. Si vous voulez ajouter quelque chose ? En fait, c'est comme vous dites, vraiment, ça dépend des juges. Ouais. Parce qu'il y a des juges qui vont nous envoyer des ordonnances où ils vont nous dire qu'ils n'ont pas à statuer sur le sujet. Ouais. Mais les mandataires, pour se protéger, cherchent quand même à avoir cette ordonnance. Donc c'est aussi compliqué. Et parfois, ils vont nous dire que... Enfin, c'est obligatoire. Nous, quand même, dans la plupart des cas, même les contrats de capitalisation, parce que ces derniers temps, c'est quand même très souvent les majeurs protégés, en termes de risque, c'est très limité. Donc, toutes ces dernières années, on était vraiment très souvent sur du fonds euro. Donc, on aurait normalement, comme vous dites, pas besoin d'ordonnance. Mais dans, j'ai envie de dire 99% des cas, voire 100, on a une ordonnance du juge. Ouais. Donc après, on requête, peut-être à tort. Mais... Nous, on hurle quand on est à la chancellerie, parce que on a fait de la déjudiciarisation, on a des juges qui nous disent qu'ils n'ont pas le temps, et en réalité, ils perdent leur temps à faire des ordonnances complètement inutiles. Bon, ça, c'est autre chose, c'est pas ici que ça va se régler. En revanche, vous avez sorti quelque chose de très important, c'est le mot « pour se protéger », et ça, c'est faux. C'est pas parce que le juge donne son autorisation que le tuteur n'engage pas sa responsabilité. Voilà, donc c'est l'occasion de parler de responsabilité. Vous avez sans doute des préconisations à nous dire d'abord, avant que j'ajoute trop d'éléments. Ben souvent, nous, on est sollicités au moment par les associations tutélaires ou les MJPM, quand ils reçoivent une nouvelle mesure. La problématique qu'ils rencontrent, c'est de savoir est-ce que la personne est assurée. Exactement. Voilà. Donc c'est le point d'interrogation. Est-ce que les assurances sont payées? Est-ce que la personne a bien assuré sa voiture ou pas? Donc c'est vrai que c'est cette période qui est un peu embêtante. Donc c'est vrai qu'au niveau de l'agence, nous on a développé notamment pour les associations tutélaires des contrats groupes qui permettent dès que l'association reçoit une nouvelle mesure, est intégrée automatiquement dans le contrat. Donc la personne est automatiquement couverte, au moins en responsabilité civile. Et on a fait la même chose un peu pour les contrats d'habitation. On a fait quelque chose de packagé, le temps que l'association puisse récupérer l'ensemble des données, donc jusqu'à 90 jours. Et après, on ajuste ou pas, s'il y a besoin de prendre une assurance, comparer. Et c'est ce qu'on dit toujours avec mon associé, c'est que même si la personne, on sait qu'elle est assurée, on trouve le terme que vous avez pris tout à l'heure de faire une photographie au moment d'ouverture de la mesure, c'est oui, elle est assurée, mais comment et pourquoi? C'est-à-dire que je suis assuré pour une maison, très bien, un appartement, très bien, mais c'est quoi? C'est un 2 pièces, un 4 pièces, un 5 pièces. Il y a des gens qui sont assurés pour un 2 pièces, un 5 pièces. En cas de sinistre, c'est soit nullité du contrat, soit ce qu'on appelle une RP, une règle proportionnelle, donc on divise par 2, par 3 la prime. Donc c'est vrai qu'on peut avoir ce sentiment de sécurité de dire il y a le paiement d'une prime, et en fait, elle n'est pas en adéquation par rapport au risque. Voilà. Alors ces contrats de groupe sont véritablement une plus-value qui nous montre que les professionnels entre eux s'organisent véritablement pour muscler ce service public de la justice. Moi, je le trouve très bien. La nature juridique du contrat d'assurance, moi, j'ai tendance à l'enseigner comme étant un acte conservatoire et pas un acte d'administration. Donc la personne protégée peut le faire seule. Voilà. Donc dans une curatelle simple, elle peut le faire seule. Mais ça peut devenir parfois un acte de disposition quand c'est complètement inutile. Il y a aussi des gens qui sont inutilement assurés et qui ont contracté trop d'assurance. Voilà. On voit des cumuls. Voilà, qui les ont cumulés. Alors je ne sais pas si vous êtes informé de cet arrêt de la Cour d'appel de Grenoble du 28 janvier 2025. Vous avez un curateur professionnel qui a vu sa responsabilité engagée par la Cour d'appel parce que le majeur protégé en curatelle n'était pas assuré
pour l'utilisation de sa voiture achetée 10 jours plus tôt. Et il a eu un accident de la circulation. Il a provoqué le déroutement d'un poids lourd, voilà, qui est tombé, qui a glissé de la chaussée, qui a pris feu après avoir glissé sur longue manche. Il y a eu 150 000 € de dommages et intérêts. Il y avait 3 sociétés de transport. Le majeur protégé en curatelle n'était pas assuré. Donc, ça a été le curateur qui a vu sa responsabilité engagée. Alors, en l'espèce, il faut savoir que le curateur professionnel savait que la personne avait acheté une voiture. Il lui avait dit qu'elle devait s'assurer. Il avait fait un devis auprès d'un assureur et il lui avait dit « à vous de choisir et de contracter, car c'est un acte d'administration, vous pouvez le faire seul ». Le problème, c'est que 2 ans plus tôt, la chose était déjà arrivée et que le curateur avait pris le contrat d'assurance. Donc le major protégé a dit « bon, bah là, il va le faire aussi ». L'autre difficulté, c'est qu'on était en pleine pandémie et qu'il y avait un ralentissement des heures de travail. Et il aurait fallu que le curateur dise au major protégé « soyez patient, n'utilisez pas votre voiture ». Il n'empêche que cet arrêt, on attend ce que va en dire la Cour de cassation dans les prochaines semaines, cet arrêt suscite déjà un changement de pratique chez les MJPM qui y voient tous un acte conservatoire qu'ils feront, même en curatelle, de crainte de voir leur responsabilité engagée. Donc on le voit, on parle d'autonomie, grand principe d'autonomie, on en a parlé tout à l'heure, et on voit que quand on est dans le domaine des biens, eh bien l'autonomie a tendance à faire marche arrière. Donc c'est pas toujours facile la question de l'autonomie. Est-ce que vous avez un point à ajouter sur cette jurisprudence ou si vous vouliez peser sur la cassation? Alors, elle vous va bien? Non, oui, elle me va bien. Maintenant, d'un point de vue très pratique, le mandataire pourrait très bien prendre l'assurance chez nous. Ouais. Alors nous, l'agence est à Alençon, on travaille sur l'ensemble de la France, on est spécialisé sur les personnes qui sont sous mesure de protection. On peut très bien aussi annuler le contrat si la personne d'elle-même va prendre son assurance et le mandataire nous revient vers nous en disant bon ben voilà, on peut très bien à la marge faire ce choix. Voilà. Si vraiment, maintenant je peux comprendre que vu la jurisprudence, les personnes vont souscrire immédiatement. Mais c'est déjà arrivé, j'ai déjà eu un confrère qui a eu cette problématique-là. C'est-à-dire que le devis a été envoyé et jamais revenu. Et donc l'assureur n'a pas pris la prise de garantie en fait. Et vous. Donc je garderai les mots de responsabilité sur la conclusion, mais j'ai déjà trop parlé. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur des points qu'on n'a pas évoqués? Sur la protection des biens. Pour rebondir sur les assurances, c'est bien de préciser aussi qu'il y a des biens immobiliers qui ne sont pas assurables. Et là, c'est important. Et également sur les procurations. Qui sait? Moi, je vais poser une question au banquier. Pardonnez-moi de mes cheveux blancs, mais j'ai fait 42 ans dans la banque. Et au début de ma carrière, en tout cas tout le temps où j'ai fait ça, sur les chéquiers, sur les relevés de compte, on indiquait sous la tutelle de monsieur untel, sous la curatelle de madame untel. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Parce que c'est assez discriminatoire. Allez-y. Alors, on a un seul texte dans le Code civil, c'est l'article 498, qui prévoit qu'on doit l'indiquer seulement en tutelle. Pas de texte en curatelle renforcée, évidemment pas de texte dans l'habilitation familiale, pas de texte dans le mandat de protection future. Donc, c'est pas comme les procurations. Parce que pour les procurations, il n'y a pas de texte, mais le juge peut pallier le silence de la loi. À l'ouverture d'une tutelle, toutes les procurations d'avant tombent. Quid en curatelle, le juge peut le décider. Quid dans le mandat de protection future, on le prévoit avec le notaire. Quid dans l'habilitation familiale, la famille le décidera ou pas. Ça va être une difficulté. Mais là, sur la question de l'opposabilité sur un moyen de paiement, c'est vraiment difficile. Ça se discute. Ça se discute parce qu'on est sur les respects des droits fondamentaux. Ça a été décidé
dans la loi du 5 mars 2007. Avant, il n'y avait pas de texte, monsieur, dans le Code civil. Donc c'est pour ça que je faisais référence à mes cheveux blancs, parce que, pardon, mais ça fait déjà 50 ans. Mais bon, avec l'informatique, les banques ont gardé peut-être les mêmes pratiques. Allez-y. Alors, le type de mesure n'est pas mentionné, est simplement mentionné sous protection juridique 2. Pardon, mais c'est indiqué sur le chéquier sous curatelle de un tel et un tel. Alors, moi, c'est marqué. Tout dépend de l'établissement bancaire. Ben, c'est marqué. Vous voulez savoir laquelle? C'est la Banque Postale. Voilà. De la pub au passage. Oui, je confirme ce que tu disais. Nous, c'est sous protection, sous couvert. La CPR, qui est notre autorité de tutelle, est descendue dans 12 réseaux bancaires l'année dernière pour contrôler tout ça et remettre effectivement d'équerre le sujet. Et en l'occurrence, je sais que la Banque Postale faisait partie des banques qui ne s'étaient pas mis en conformité par rapport à ça, quoi. Et je sais que la CPAM nous demande souvent un RIB mentionnant le type de mesure que l'on ne peut pas fournir. Donc en fait, lorsque vous avez cette demande de la CPM, c'est de joindre en plus du RIB l'extrait du jugement avec le type de mesure. Comment peut-on faire retirer justement cette mention, s'il vous plaît, puisque c'est sur un compte au Crédit Agricole? C'est bien. Je profite que Monsieur Crédit Agricole est là. Eh bien, vous nous demandez, ça doit être un compte qui doit être ouvert depuis déjà pas mal de temps, je pense, parce que sur tous les nouveaux, depuis au moins 4-5 ans, vous adressez tout simplement à nous et on va faire la modification. Bien, je vous dis, vous vous adressez au pôle tutelle ou à votre agence, vous avez bien une relation, vous avez bien un conseiller en relation au sein de l'agence. Ben, vous vous adressez à lui, il va nous contacter. Moi, je voulais confirmer qu'effectivement, le gouverneur de la Banque de France est très attaché au problème d'inclusion financière qu'il y a pour l'ensemble de la population. Et la CPR est du coup très attachée et fait des contrôles sur ces mentions qu'il y a sur les documents. Donc effectivement, on peut remonter, soit si vraiment il n'y a pas de possibilité avec les banques, en remontant par les médiateurs s'il faut, mais en tout cas, il y a des possibilités de corriger ça. Et il y a le défenseur des droits. On m'a demandé de me présenter, donc je suis Madame Floch-Lémé, la directrice adjointe de la Banque de France de l'Orne. Autre question sur les biens? Alors, s'il n'y a plus de questions, on va peut-être faire la conclusion. Je ne sais pas si vous avez peut-être pouvoir conclure. Alors, juste, je profite de l'occasion qui m'est donnée pour annoncer un colloque qui va avoir lieu le 30 mars à l'université... Le 31, pardon. Parce que c'est votre colloque quand même. Voilà, donc chaque année, il y a un colloque à la faculté de droit. Enfin, on essaye de le faire chaque année. Donc là, il aura lieu le mardi 31 mars. C'est la première fois qu'on fait un colloque un mardi, parce qu'en fait, l'amphi Pierre d'Or était disponible seulement le mardi. Alors l'amphi Pierre d'Or, c'est quand même l'amphi où on est le mieux, dans lequel on est le mieux assis. Donc ça vous évite d'être assis sur des bancs. Voilà. Et pourquoi le mardi, cette semaine-là? Parce que c'est la semaine où il y a le carnaval de l'université de Caen. Et le carnaval de l'université de Caen, c'est le plus grand carnaval d'Europe. Il y a 30 000 étudiants qui sont déguisés quand même. Donc là, le mardi, il n'y aura pas de Maya l'abeille, il n'y aura pas de Peter Pan sur l'espace. Il n'y aura que des étudiants correctement habillés. Donc mardi 31 mars, le thème, c'est mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Quel sens donner à cette profession? Et pour toutes celles et tous ceux qui ne connaissent pas bien ce métier, il y a une pièce de théâtre de 14h à 15h. Donc pour tous les MJPM et qui ont des familles, qui ont des personnes dans l'entourage, des petits jeunes qui ne savent pas s'ils veulent faire ce métier, c'est l'occasion de vous y inscrire gratuitement sur le site droit.recherche@unicamp.fr. Voilà, mardi 31 mars. Merci. Merci à vous, mesdames et messieurs. Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors, un petit mot pour tout d'abord vraiment vous remercier, Monsieur le Président du DAF, pour votre invitation et puis remercier l'ensemble des forces invitantes pour l'organisation de ce colloque et puis aussi l'ensemble donc des partenaires.
Vraiment, j'ai apprécié de pouvoir entendre une grande diversité d'intervenants. Les personnes témoins protégées déjà en premier lieu, les mandataires judiciaires, les magistrats, les professionnels du secteur social et médico-social, les familles et les représentants institutionnels. Et puis un grand merci aussi à monsieur Raoul Cormeille qui a vraiment animé cette journée de façon extrêmement pédagogique. À titre personnel, j'ai appris beaucoup de choses. Alors, vous l'avez dit, la volonté, c'était d'ouvrir une journée à tous, de s'adresser donc à tout public pour mieux faire connaître donc le dispositif, concernant les dispositifs, on va dire, concernant donc la protection des majeurs. Et je crois qu'effectivement, on a bien compris que on pouvait tous, à un moment ou un autre de notre vie, avoir recours à cette protection. Et je pense qu'aujourd'hui, ce colloque aussi a valeur peut-être aussi d'amener de la culture justement autour de ce que c'est que la protection. Vous avez parlé du Québec, de l'exemple de ce qui se passait au Québec, où voilà, il s'agit d'une culture qui est déjà développée. Et je pense que chez chacun de nous, il y a des questions qui sont certainement posées et voilà, des choses qui vont certainement avancer dans ce sens-là. Alors, ce que je voudrais dire, ce que je retiens de ces tables rondes, c'est aussi la grande complexité du travail des tuteurs et tutrices, qu'ils soient professionnels ou familiaux. Et ils doivent être donc les garants, on l'a bien compris, de la protection de la personne et les défenseurs de son autonomie. Et cette tension donc, qui traverse l'ensemble de vos missions, qui êtes là pour beaucoup d'entre vous dans le public, qui consiste à défendre les droits fondamentaux, accompagner sans se substituer, sécuriser sans enfermer, protéger sans priver de liberté. Vraiment, ce sont des missions évidemment extrêmement complexes. Et je pense que l'ensemble des tables rondes nous ont permis en tout cas de comprendre à quoi vous êtes confrontés tous les jours. Je dois vous remercier aussi par rapport aux sollicitations que j'ai très souvent dans ma permanence. C'est qu'on est assez souvent sollicité, notamment par l'entourage ou par les personnes qui côtoient donc des personnes donc protégées et qui en même temps nous parlent des tuteurs et tutrices. J'en profite quand même pour remercier l'UDAF et la TMPO qui répond toujours quand j'ai quelques renseignements à demander. Mais je crois qu'aujourd'hui, je vais peut-être encore m'adresser plus librement à vous. C'est toujours plus facile quand on connaît voilà, les personnes. Donc, merci à vous pour ce point. Et puis, deuxième point aussi, alors, bon, vous le savez, on est en ce moment donc sur le débat d'un nouveau droit, ce nouveau droit donc d'aide à mourir, dont on a parlé donc aujourd'hui. Et je pense que ces discussions, en tout cas dans le cadre du travail qu'on fait au Parlement, mettaient déjà en évidence la complexité qu'il y avait donc à apprécier l'autonomie des personnes dans l'expression d'un choix libre et éclairé. Il y a été fait allusion pendant les discussions. Et dans ces débats aussi, ce que j'ai pu constater, c'est la difficulté qu'il pouvait y avoir aussi à reconnaître la capacité d'expression d'une personne accompagnée. Et je crois que ce qu'on a bien compris aussi, c'est que ça demandait du temps et ça demandait beaucoup de finesse, évidemment, dans l'accompagnement. Et je crois que voilà, il faut qu'on puisse ressortir tous aujourd'hui en nous disant, quelle que soit la difficulté de la personne, le tuteur, la tutrice, le curateur, etc., sont là et ont ce savoir-faire qui permet justement à la personne de pouvoir révéler sa pensée, et c'est la personne ici qui va lui permettre de pouvoir donner sa propre expression. C'est un exercice extrêmement compliqué, mais je pense qu'au travers de vos exemples, on a vu que cela était possible, et c'est extrêmement important de le reconnaître aussi, pour reconnaître aussi ce qu'est évidemment l'autonomie de la personne que l'on vise. Voilà. Alors, vous l'avez largement expliqué, la personne protégée doit bénéficier au même titre que tous les citoyens de l'exercice de sa liberté individuelle, des droits fondamentaux, de la dignité et de son autonomie. Et demain, l'exercice de l'accès donc au droit à mourir demandera encore plus de vigilance. Je dis demain parce que vous savez qu'on vient de finir donc la deuxième lecture à l'Assemblée nationale.
et qu'il y aura probablement une troisième lecture. Je pense que le texte n'en restera pas forcément là où il en est aujourd'hui, mais voilà, je pense qu'on ira seulement sur quelques ajustements parce que, bon, aussi, il faut le dire, il y a eu des discussions assez profondes et je pense qu'on est arrivé quand même à un texte assez équilibré. Mais donc demain, cet exercice que vous aurez du coup à faire dans l'accompagnement des personnes nous démontre aussi que vous avez le savoir-faire, parce que pendant toute la journée, vous nous avez démontré donc votre engagement et puis votre finesse justement dans cet accompagnement. Et je crois pouvoir dire en conclusion que je suis sûre que la liberté, la dignité et l'autonomie de la personne resteront au cœur de vos préoccupations. Et je tiens vraiment à vous remercier pour votre rigueur et aussi pour votre humanité. Merci à vous tous. Pour ma part, juste 2 informations pour certains. En tout cas, on m'a demandé de dire que ceux qui avaient besoin d'une attestation de présence aujourd'hui devaient faire leur demande sur le site, sur l'adresse udaf@udaf-org.fr. Et la deuxième information, c'est que, vous avez vu, il y a des caméras, donc toutes ces tables rondes ont été enregistrées et seront disponibles as soon as, comme on dit, sur le site, en tout cas sur la chaîne YouTube, et après sur les réseaux sociaux. Donc vous retrouverez tout ça sur les réseaux sociaux bientôt. Voilà, donc il me revient de clore cette journée. C'est difficile après tous les intervenants qui sont passés sur cette estrade, c'est un peu compliqué. Moi je voudrais essentiellement remercier, merci Madame la députée pour votre présence tout au long de cette journée. C'est un honneur de vous avoir. Merci à la ville d'Alençon qui nous met à disposition ses locaux aujourd'hui, gratuitement, on peut le dire. Je voudrais remercier tous les intervenants et particulièrement les personnes protégées. C'est un effort qu'on leur a demandé de faire et qu'ils ont fait volontiers. Et ce n'est pas la première fois qu'on leur demande de participer à des manifestations. Il n'y en a plus qu'une, je crois. Non, vous êtes là aussi, donc vous êtes quelques-uns dans la salle. Merci à vous, parce que ce n'était pas du tout évident de venir sur cette estrade. Merci à vous tous d'avoir eu la patience de rester jusqu'à ce soir. Il a fallu quand même maintenir l'attention tout au long de cette journée, et c'est quand même... Je l'ai fait, donc je sais ce que c'est fatigant, parce que vous avez engrangé beaucoup d'informations particulièrement intéressantes. Merci, Monsieur Raoul Cormeille, de votre présence et de votre animation tout au long de cette journée. J'avais pu apprécier, lorsqu'il y a eu la dernière remise de diplôme à Caen, j'étais là, et j'avais pu apprécier, je ne vous connaissais pas, mais maintenant c'est quand même un vrai intérêt de vous revoir. Merci aussi à Myriam Ligé-Géane qui a organisé ce colloque depuis quelques mois, avec d'autres certainement, et avec tous les partenaires que nous avons pu trouver. Merci à vos équipes d'avoir aussi travaillé là-dessus. Donc voilà, merci à vous tous. Je crois que l'année prochaine, enfin là cette année, on n'a rien fait sur la semaine l'année dernière, sur la semaine des MGPM. Cette année, on a fait quand même assez fort, je trouve. Merci à vous, et c'est vraiment formidable d'avoir pu faire tout ça. L'année prochaine, on va revoir, on ne va pas refaire ce qu'on a fait aujourd'hui. Je suggérais, mais on en parlera tous, je suggérais de focaliser sur des points importants. On a vu qu'on en a fait ressortir un certain nombre aujourd'hui. Donc peut-être qu'on fera, on va voir lesquels. Le mandat de protection futur, visiblement, intéresse beaucoup. Donc c'est peut-être un sujet qu'on pourra mettre à l'ordre du jour la prochaine fois. Parce qu'il y aura une troisième, j'espère bien, troisième semaine des MJPM. Voilà, je ne vais pas prendre plus de temps, je ne vais pas vous prendre encore la tête un peu plus. Merci à vous tous de votre présence et on espère vous revoir l'année prochaine. À bientôt.